Ce cours de mécanique quantique est destiné aux étudiants de la licence filière SMP semestre 5. Il est considéré comme étant la continuation naturelle du cours de mécanique quantique qui a été fait en S4. Cependant, il comporte 4 grands chapitres. Dans le premier chapitre, on va voir les postulats de la mécanique quantique. D'ailleurs, c'est un chapitre qui a été déjà fait en S4, mais vu son intérêt, puisque les postulats de la mécanique quantique constituent les fondements de la théorie de la mécanique quantique, donc on va le revoir dans ce cours. Le deuxième chapitre, c'est un chapitre sur les applications des postulats au moment de spin, et surtout, on va voir les applications des postulats de la mesure. Le troisième chapitre, il s'agit de l'oscillateur harmonique, parce que comme vous le savez, l'oscillateur harmonique, on le retrouve partout en physique, aussi bien qu'en mécanique classique qu'en physique quantique. Donc l'oscillateur harmonique, c'est un outil de modélisation d'une très grande variété de modèles. Le dernier chapitre, c'est un chapitre sur la théorie des moments cinétiques. Parce que comme vous le savez, toute particule qui est en mouvement, donc elle possède un moment orbital qui est un moment cinétique. Par exemple, si je prends un électron qui gravite autour d'un atome, donc il possède aussi bien un moment orbital qu'un moment de spin, et ce sont tous les deux des moments cinétiques. D'où l'intérêt d'une théorie quantique du moment cinétique. Alors on commence par le premier chapitre. Il s'agit des postulats de la mécanique quantique. Et avant d'énoncer les postulats, on va commencer par une petite introduction rappelant le formalisme de la mécanique classique dans le formalisme de la mécanique classique d'une manière générale. Donc, soit les variables dynamiques QI et PI, donc qui définissent l'état du système. Alors, QI, ce sont des variables qu'on appelle les variables généralisées, c'est l'équivalent des variables de position. Par exemple, si je prends un solide en mouvement, donc on le paramétrise par les coordonnées du centre d'inertie, qui sont les X, les Y et Z. Ce sont les coordonnées liées à la translation, ou bien qui décrivent la translation du système. Puis, on a les variables qui décrivent la rotation du système et qui ne sont autres que les angles de l'air, psi, θ et phi, que vous connaissez déjà. Alors, l'ensemble de ces variables, on les note par des variables généralisées. Et les PI, ce ne sont autres que les moments conjugués de ces variables QI, et ils sont équivalents à la quantité de mouvement. Maintenant, la connaissance de ces variables, on peut la déduire à partir des équations de Lagrange, qui sont des équations différentielles, où L ici c'est le Lagrangien, qui n'est autre que l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Et bien sûr, dans ce formalisme lagrangien, les variables ou bien les moments conjugués, ils sont donnés par la variation du Lagrangien par rapport au Q.I. Alors, par conséquent, la connaissance des variables dynamiques ou bien leur détermination à partir des équations de Lagrange, ça nous permet de déterminer exactement l'état du système à tout instant T. Cependant, il existe une autre façon, ou bien un autre formalisme, à partir duquel on peut déterminer aussi les équations des mouvements du système. Ce sont les équations de Hamilton-Jacobi
qui sont obtenues dans le cadre du formalisme de Hamilton. Alors, ces équations, donc, elles s'écrivent sous cette forme. Ici, on a la variation par rapport au temps des variables dynamiques. Donc, la variation par rapport au temps des coordonnées généralisées n'est autre que la variation de l'hamiltonien par rapport à PI. Et puis, la variation de la variable dynamique PI par rapport au temps n'est autre que la variation de l'hamiltonien par rapport à QI avec un signe moins. Alors, ces équations-là, ils sont équivalents aux équations de Newton. Pour le voir, il suffit de considérer l'hamiltonien d'une particule en mouvement qui est dans un potentiel V. Alors, elle a une énergie cinétique et puis une énergie potentielle. Si on dérive son hamiltonien par rapport à la variable PI, qui n'est autre que la quantité de mouvement, on va obtenir le terme de vitesse. Et puis, si on dérive l'hamiltonien par rapport à la variable QI, donc ça, c'est équivalent à prendre le gradient du potentiel. Donc, on voit très bien que cette équation n'est autre que la force qui est égale à moins gradient du potentiel. Donc, ça, c'est la loi de Newton. Je rappelle que H, l'hamiltonien H, n'est autre que la transformée de Legendre du Lagrangien L. Et le H, tout simplement, c'est l'énergie du système. Alors, donc en résumé, connaissant les variables dynamiques QI et PI, on peut déterminer l'état de notre système ainsi que on peut déterminer ainsi toute grandeur physique associée au système. Par exemple, on peut déterminer à tout instant t, on peut déterminer l'énergie rien qu'en connaissant les variables dynamiques à cet instant. Et puis, par exemple encore, on peut déterminer le moment cinétique sigma, donc connaissant les variables dynamiques QI et PI. Donc finalement, à partir de la connaissance de l'état du système à un instant t0, on peut déterminer exactement son état à tout instant t ultérieur. Comme on peut prédire exactement le résultat de toute mesure effectuée sur le système à tout instant t. Alors ces deux propriétés dont bénéficie la mécanique classique, ils sont loin d'être évidentes ou bien d'être appliquées en mécanique quantique. Donc, ils sont loin d'être évidentes parce que il n'y a aucune relation entre les variables dynamiques et l'état du système. Donc, en mécanique quantique, il n'y a aucune relation évidente entre l'état du système et les variables dynamiques. Par conséquent, pour toute description quantique d'un système physique, il faut concevoir, premièrement, comment doit-on décrire l'état d'un système quantique. Deuxièmement, connaissant l'état du système, comment peut-on prévoir les résultats de toute mesure. Et puis, comment déterminer l'évolution dans le temps de notre système quantique. C'est-à-dire, connaissant l'état du système à un instant t0, comment peut-on déterminer son état à un instant t ultérieur? Alors, la réponse à toutes ces questions, elle réside dans l'énoncé des postulats de la mécanique quantique. Donc, on va commencer par la description de l'état dynamique d'un système. Et pour cela, on va considérer l'espace ER qui est l'espace des états du système. Et c'est un espace vectoriel
dont les vecteurs sont des quêtes dans la représentation de Dirac. Ils sont des quêtes. Et à tout vecteur quête psi de t qui appartient à cet état, à cet espace vectoriel qui est l'espace des états, on peut lui associer une fonction d'onde qui n'est autre que la projection de l'état du système psi de t, c'est-à-dire la projection du ket sur la base contenue R. D'où l'énoncé du premier postulat: pour tout instant t0 fixé, l'état du système est défini par la donnée d'un ket psi0 qui appartient à l'espace des états. Et je tiens à mentionner ici que le vecteur ket qui appartient à l'espace des états, c'est un objet mathématique qui ne contient aucune indication sur l'espace physique de notre système. Donc c'est un objet qui est abstrait. Et comme vous le voyez, cet indice R, on le met ici pour indiquer tout simplement l'espace physique de notre système quantique. Alors maintenant, la dépendance en l'espace, elle apparaît uniquement dans la fonction d'onde psi qui dépend de R et de T. Alors pour toute grandeur physique, comme en mécanique classique, on doit lui trouver une façon pour la décrire. C'est l'objet du deuxième postulat qui s'énonce de la façon suivante: que toute grandeur physique mesurable A est décrite par une observable A, c'est-à-dire un opérateur hermétique que agissant dans l'espace des états ER. C'est-à-dire aussi que l'application de A sur un vecteur ket de l'espace des états, il va nous donner un vecteur ket qui appartient aussi à l'espace des états. Par exemple, je cite l'hamiltonien, c'est un opérateur hermétique qui est associé à l'énergie. Le moment de spin, c'est aussi un opérateur hermétique qui est associé au moment magnétique. Alors, une remarque. En mécanique classique, on a des variables dynamiques QI et PI qui dépendent explicitement du temps. Et ce sont les variables qui décrivent l'état de notre système et à partir desquelles on peut déterminer toute grandeur physique. En mécanique quantique, l'état du système, il est décrit par un vecteur ket qui ne dépend pas qui n'a aucune relation avec des variables dynamiques. C'est un vecteur ket qui est abstrait et qui ne dépend que du temps. Alors que les grandeurs physiques, elles sont décrites par des observables qui dépendent, de l'opérateur Q, qui est un opérateur de position, et le P, c'est un opérateur d'impulsion ou bien de quantité de mouvement. Et comme on le voit ici, dans cet observable, il n'y a aucune dépendance dans le temps implicite. Parce que les Q et les P, ils ne dépendent pas du temps. Alors que on voit en mécanique classique, la grandeur physique A, elle dépend des variables dynamiques qui eux aussi dépendent du temps. Tandis qu'en mécanique quantique, l'observable, elle dépend des opérateurs de position et d'impulsion qui ne dépendent pas du temps. Alors, le temps, il réside tout simplement dans le vecteur d'état psi.
En physique, bien sûr, toujours on fait des mesures. Donc, et on doit prévoir les résultats possibles qu'on peut obtenir. D'où l'énoncé du troisième postulat. La mesure d'une grandeur physique A ne peut donner comme résultat qu'une des valeurs propres de l'observable A correspondante. C'est-à-dire, si je fais une mesure d'une grandeur physique A, la valeur que je vais obtenir n'est autre qu'une des valeurs propres de l'observable associée à cette grandeur physique A. Par exemple, si je prends la grandeur physique H qui est l'énergie, donc à l'énergie on associe l'opérateur H qui est l'opérateur hamiltonien. Et les valeurs, après une mesure, les valeurs qu'on peut obtenir ne sont autres que les valeurs propres de cet hamiltonien H. Comme on travaille dans un espace vectoriel qui est l'espace des états, donc, et comme on le sait, tout espace vectoriel possède une base. Et on peut décomposer dans cet espace vectoriel tout vecteur dans cette base. Par conséquent, je vais considérer une base UN qui est la base associée au vecteur propre de l'opérateur A ou bien de l'observable A, tel que l'action de A sur ce vecteur propre, ça me donne la valeur propre AN, UNI. L'indice I ici, il indique la dégénérescence du vecteur d'état UNI, c'est-à-dire le nombre de vecteurs qui sont associés à la même valeur propre AN. C'est ce qu'on appelle le degré de dégénérescence GN. Et c'est le degré de dégénérescence de AN. Puisque le psi, le vecteur ket, c'est un vecteur de l'espace ER, qui est l'espace des états, il peut être décomposé dans la base associée, dans la base des vecteurs propres associés à l'observable A. Donc, le vecteur psi, c'est une somme sur le n et une somme sur le degré de dégénérescence sur le CNI, UNI, où les CNI, ce sont des constantes complexes. C'est ce qu'on appelle la décomposition spectrale. Alors, la probabilité de trouver la valeur propre à n après la mesure, elle est donnée par P de AN. C'est une somme sur les normes au carré du produit scalaire UNI psi. C'est-à-dire, c'est la somme sur les constantes, sur le module au carré des constantes CNI. Et on fait la somme sur tous les états dégénérés. D'où le quatrième postulat qui s'énonce. La mesure d'une grandeur physique A pour un système dans un état psi normé ne peut donner comme résultat la valeur propre AN de l'observable A qu'avec une probabilité PAN qui est égale à la somme sur de I allant de 1 jusqu'à Gn, c'est-à-dire une somme sur tous les états dégénérés, de la norme au carré du produit scalaire UNI psi. Ça, c'est dans le cas d'un spectre qui est discret. Dans le cas d'un spectre continu non dégénéré, on va considérer une base continue, V alpha, qu'on va noter par V alpha. Avec l'indice alpha, c'est un indice continu. Et puis, l'action de A sur V alpha, ça va vous donner la valeur propre de alpha associée à ce vecteur propre V alpha. Alpha, bien sûr, ici, c'est une variable qui est contenue.
Et par conséquent, le principe de décomposition spectrale s'écrit de la façon suivante. Au lieu d'avoir une somme qui est discrète, on aura une somme qui est continue. Donc on va sommer sur, sur la variable alpha, donc c'est alpha, V alpha. Et la probabilité de trouver une valeur propre entre alpha et alpha plus d alpha est donnée par la norme au carré de la projection de psi sur la base V alpha multiplié par d alpha, qui n'est autre bien sûr que le module au carré de C alpha d alpha. On remarque ici que cette norme au carré de V alpha psi, c'est une densité de probabilité. Alors, on va faire quelques petites remarques. Premièrement, si la valeur propre est non dégénérée, ça veut dire si je prends Gn est égal à 1, ça veut dire que tout simplement, à la valeur propre à n, on associe un et un seul vecteur propre. Alors, la probabilité pour avoir cette valeur propre, c'est le module au carré du produit scalaire un fois psi, et qui n'est autre que la norme de Cn au carré. Si psi est non normé, donc on doit normaliser, et la probabilité de mesure devient PAN est égale la même expression que tout à l'heure, mais avec un terme de normalisation qui n'est autre que le produit scalaire psi, psi, qui est la norme. Dans le cas d'un spectre continu, de la même manière, on va donc on va diviser par la norme psi, psi. La dernière remarque, c'est que les états psi et l'état psi prime qui est égal à alpha exponentielle i θ psi, ils décrivent le même état physique. Ça veut dire que psi et psi prime, elles sont équivalentes. Ces deux états, ils sont équivalents. On dit que la mécanique quantique, ou bien l'état du système en mécanique quantique, il est déterminé à une phase près et à une constante près. C'est-à-dire que on va, à partir de l'état psi ou l'état psi prime, on va obtenir la même description de notre système. En effet, on peut voir ça en calculant les probabilités P' de AN, alors en utilisant le psi prime. Par conséquent, on voit que ce facteur de phase exponentielle i θ, il va disparaître avec la norme au carré. Et puis, ce rapport-là, en fonction de la norme psi prime, il va nous permettre de simplifier cette constante alpha, puisqu'on va avoir alpha carré en numérateur et alpha carré en dénominateur. Et par conséquent, on obtient PAN. La dernière remarque, c'est que le PAN, elle est indépendante de la base choisie. Et ça, on peut le voir en considérant le projecteur Pn, qui n'est autre que la somme sur les états dégénérés de l'opérateur UNI, quête et bras. C'est un projecteur et on peut vérifier facilement que Pn carré est égal à P. Et c'est un projecteur dans le sous-espace En. C'est-à-dire, il nous permet une projection par son action. Il nous projette l'état psi dans le sous-espace En engendré par les vecteurs propres UNI associés à la valeur propre AN. Donc, à partir de la définition du projecteur dans le sous-espace En, on peut calculer la probabilité d'obtenir la valeur AN. Donc, à partir de sa définition,
Donc, il suffit de calculer ce module au carré qui n'est autre que le produit de ce nombre avec son conjugué complexe. Donc, je fais le conjugué complexe qui est psi UNI multiplié par UNI psi. Et puis, cette somme-là, qui était à l'extérieur, je vais la faire entrer à l'intérieur, et je vais obtenir l'opérateur de projection Pn. Donc, la probabilité d'avoir la valeur An peut s'écrire sous cette forme, c'est-à-dire le psi Pn psi. Maintenant, on peut poser psi n est égal à Pn psi parce que tout simplement le Pn c'est un projecteur qui projette l'état psi dans le sous-espace En. Donc ce psi n c'est un vecteur d'état qui appartient au sous-espace En engendré par les vecteurs propres UNI. Alors, en conséquence, donc le psi Pn psi, si on fait le calcul, enfin c'est rapide, on peut le voir rapidement, n'est autre que la norme psi n. Donc à partir de cette expression, on voit directement que psi Pn psi n'est autre que la norme psi n. Et comme on le sait, la norme dans un espace, ou bien dans un sous-espace vectoriel, elle est indépendante de la base choisie. Donc la probabilité P de An, elle est indépendante de la base choisie. Alors maintenant, on va voir un phénomène qui n'a pas d'équivalent en mécanique classique ou bien en général en physique classique. C'est le phénomène de réduction du paquet d'ondes. Alors, si on fait une mesure d'une grandeur physique A et on obtient une valeur AN, ça veut dire que c'est une valeur propre associée à l'opérateur hermétique à l'observable A, qui par son action sur l'état psi nous donne la valeur propre AN psi. Alors, avant la mesure, le système il était dans un état psi. Après la mesure de A, l'état psi il se transforme en un autre état qui est le psi prime, qui est différent de psi. On n'a plus le même état après la mesure. Donc, on va considérer deux cas. Le premier cas, c'est le cas où AN est non dégénéré. C'est-à-dire que le psi c'est juste une somme sur n, Cn, Un. Et que les valeurs propres, à chaque valeur propre à n, on a un seul vecteur propre à Un. Donc on postule qu'après la mesure, l'état psi' n'est autre que le vecteur propre associé à la valeur propre à n. Dans le cas dégénéré, c'est-à-dire où AN est dégénéré, l'état psi, d'après la décomposition spectrale, il s'écrit comme étant une somme sur tous les vecteurs d'état n, et puis sur leur degré de dégénérescence, i allant de 1 jusqu'à Gn. Dans ce cas-là, on postule que l'état psi' après la mesure qui est égal à une somme sur tous les CNI UNI avec le I allant de 1 jusqu'à Gn divisé par la somme des constantes CNI ou bien des modules des constantes CNI au carré. Alors, on voit que le psi' tout simplement, c'est un état qui est combinaison linéaire de tous les vecteurs propres associés à la valeur propre à n, c'est-à-dire c'est un vecteur d'état
qui appartient au sous-espace En. Et cette somme des constantes au carré, donc tout simplement pour assurer la normalisation de l'état psi', parce qu'on souhaite avoir un état normé. Alors, sachant que les constantes CNI, ce ne sont autres que le produit scalaire de psi avec UNI, ou bien aussi c'est la projection du vecteur d'état psi dans la base UNI, associé au sous-espace d'état En, alors cette somme allant de 1 jusqu'à Gn, Cni, Uni qui apparaît dans l'état psi', on peut l'écrire directement comme étant égal à Pn psi. Et c'est naturel parce que cette somme-là n'est autre qu'un vecteur d'état qui appartient à l'espace, au sous-espace En. Donc, le Pn psi, c'est la projection de l'état psi dans le sous-espace En. Donc, c'est un vecteur qui appartient au sous-espace En. D'où le cinquième postulat. Si le résultat de la mesure d'une grandeur physique sur l'état du système donne la valeur propre à N, donne une valeur à N, alors l'état du système, immédiatement après la mesure, c'est la projection normée sur le sous-espace propre associé à la valeur propre à N. Donc, son écriture s'écrit comme étant psi' est égal Pn, l'action de l'opérateur de projection Pn sur psi, divisé par la racine carrée de la norme, c'est-à-dire du terme psi, Pn, psi. Alors, une première remarque, c'est si on effectue une mesure de l'observable A et on obtient la valeur N. En effectuant une deuxième mesure, à ce moment-là, on va obtenir la même valeur à N avec une probabilité qui est égale à 1. Ça veut dire que si on effectue une première mesure et on obtient une valeur à N et on effectue immédiatement une deuxième mesure sur l'état psi', on va obtenir la même valeur d'une manière certaine. C'est-à-dire qu'on est certain d'avoir la valeur à N après la deuxième mesure. Comme vous le savez, tout système, bien sûr, il évolue dans le temps. Donc, on a besoin de décrire l'évolution dans le temps de notre système quantique. Et pour cela, on fait appel au sixième postulat. Alors, qui s'annonce? L'évolution dans le temps de l'état psi de t est régie par l'équation de Schrödinger. Alors, l'équation de Schrödinger ici est écrite dans le cadre du formalisme de Dirac, où H, c'est l'hamiltonien de notre système. Comme je l'avais mentionné, c'est qu'à toute grandeur physique A, on lui a associé un opérateur A. Sachant que au vecteur R, qui décrit la position de notre système classique, on va lui associer un opérateur R dont les composantes sont X, Y et Z. Et de même, à la variable dynamique P, on va lui associer
l'opérateur impulsion P dont les composantes sont Px, Py et Pz. Alors, c'est qu'en mécanique classique, l'algèbre, elle est commutative. C'est-à-dire que si je fais R scalaire P, donc c'est la même chose que si je fais P scalaire R. Donc ces deux opérations, elles sont équivalentes. En mécanique quantique, on travaille avec des opérateurs. Et les opérateurs, ils ont une algèbre qui n'est pas forcément commutative. C'est-à-dire que RP n'est pas forcément égal à PR. Et comme on le sait, on sait les relations de commutation entre les opérateurs R et l'opérateur P, qui peut s'écrire comme étant le commutateur est égal à IH bar delta IJ. Avec delta IJ, c'est le symbole de Kronecker. CI est égal à J, donc c'est A. CI différent de J, c'est 0. En conséquence, donc, on peut déduire les relations de commutation que vous connaissez déjà. Comme par exemple le commutateur de X avec Px, ça vous donne IH bar. Donc, il s'agit de la même composante. Ça veut dire que I est égal à J. Par contre, si je prends Y et Px, je vais avoir 0. Donc, I est différent de J. Donc, vous voyez que si le commutateur entre deux composantes qui sont identiques de R et P, il est non nul. Ça veut dire tout simplement que RP est différent de PR. En plus de ça, c'est que le RP, c'est un opérateur qui n'est pas auto-adjoint. Donc, il ne peut pas être observable. Donc, il n'est pas auto-adjoint. Pour le voir, tout simplement, il faut calculer l'adjoint de RP, donc qui n'est autre que P, l'adjoint de P, multiplié par l'adjoint de R. Et puisque les P et le R sont des observables, alors C est égal à PR, qui est différent de RP. Donc l'opérateur, ou bien l'observable RP, n'est pas, c'est pas un le RP n'est pas un observable, c'est pas un opérateur auto-adjoint. En conséquence, on doit, pour soulever ce problème-là, on doit symétriser toute expression de toute grandeur physique. D'où le 7e postulat. L'observable A s'obtient en remplaçant dans l'expression de la grandeur physique correspondante convenablement symétrisée. On va remplacer bien sûr les R et P par les observables R et P respectivement. C'est-à-dire qu'on va prendre la grandeur physique qui est décrite par classique, qui est décrite par les variables dynamiques R et P, et on va tout d'abord la symétriser, et puis par la suite, remplacer le petit r, la variable de position, par l'opérateur R, et la variable de quantité de mouvement P par l'opérateur P. Par exemple, si je prends le produit scalaire R scalaire P, je dois, avant de remplacer le R et le P par les opérateurs correspondants, je dois tout d'abord le symétriser. Donc, pour le symétriser, donc ce n'est autre que la somme, bien la moitié de la somme R scalaire P plus P scalaire R. Et après, par la suite, donc, je remplace le R par grand R et le P, petit p, par le grand P. Et on voit que cette expression, c'est un opérateur qui est auto-adjoint.